Salut à tous, c'est Pank pour Passion Combat. Bienvenue sur cette vidéo qui va introduire un projet que j'aimerais mettre en place sur au moins l'année 2026, qui est le retour aux origines de la luta livre esportiva, celle qui a été créée par Tattoo. Et pour ce faire, je vais remonter à l'histoire des arts martiaux au Brésil et grâce à des bouquins qui s'appellent Choque, C-H-O-Q-U-E, que vous pouvez trouver sur internet. C'est des gros ouvrages d'environ 400 à 600 pages, où ça reprend les articles qui parlaient d'arts martiaux depuis la fin du 19e, début 20e. Donc c'est assez passionnant parce que on voit tous les combats qui ont eu lieu et les articles qu'il y a pu avoir à l'époque traduits en anglais. On va du coup remonter cette histoire des arts martiaux brésiliens et on va également retourner à la source de ce qu'est la luta livre. La luta livre esportiva. Ce mot esportiva, il est assez important à prendre en compte parce que on va la différencier de la luta livre qui, au Brésil, était le freestyle wrestling, la lutte libre olympique, et la lutte romaine ou gréco-romaine que les Français ont inventée pour les Jeux Olympiques de 1900. On va du coup retourner sur les États-Unis, donc avec le catch wrestling américain, qui a été en fait la source de la luta livre esportiva. Et du coup, on va remonter chez les Britanniques, et en l'occurrence à Wigan, une ville à côté de Manchester, avec les origines du catch as you can, ce qu'on appelle parfois le CAC. Et comme c'est assez intéressant de voir l'origine CAC, comment ça s'est développé aux États-Unis, au Brésil avec la luta livre esportiva, et au Japon avec ce qu'on a appelé le shoot wrestling, créé par Sayama, on va pouvoir rechercher un petit peu ce qui a été la luta livre d'origine, celle que Tattoo a pu partager, sachant qu'il était donc élève d'un catch wrestler, et voir comment le système a évolué, comment aujourd'hui on peut dire, ça c'est typique de la luta livre, ce qui peut différencier du BJJ, même si, et on est tous d'accord là-dessus, le grappling actuel est sous globalement une base Jiu-Jitsu, base qui peut se reconnaître très facilement par le fait d'avoir un travail de dessous. Et ça, c'est vraiment une spécificité du Jiu-Jitsu. Être fort dans cette notion d'être sur le dos et de pouvoir agir et mettre en danger, voire soumettre le partenaire qui est au-dessus. Ce qui est aussi chouette dans tout cette étude-là, c'est comprendre comment on en est arrivé à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et aussi, et ça je trouve que les lectures, notamment des articles qu'il peut y avoir dans la presse brésilienne vis-à-vis du début du Gracie Jiu-Jitsu, est passionnant parce que on se rend compte de tout ce qui a été vendu par Rorion Gracie, donc le cofondateur de UFC, qui a bien sûr raconté ce que son père Helio a raconté, ce que son oncle Carlos a aussi raconté, mais Carlos, qui est vraiment celui qui a développé le Jiu-Jitsu plus que Helio, même si aujourd'hui on met Helio devant pour plein de raisons de marketing aussi, était un pro marketing. Pour ceux qui suivent un petit peu mes articles sur les arts martiaux de façon générale, j'avais écrit un petit essai sur le Kyokushin, où de la même façon, j'avais partagé le fait que, outre le fait que Sosai Oyama ait créé un style qui soit effectif, puissant, qui soit développé à plusieurs millions de personnes dans le monde à pratiquer, c'était issu aussi de beaucoup de mythes et légendes, de beaucoup de marketing pour vendre de l'intérêt à son style, ou faire des combats contre des ours, lui contre des taureaux, etc. etc. D'accord ? Il y a toujours derrière tout ça une notion de spectacle, de show, et d'arrangements divers qui existent. Puis après, il y a la réécriture de l'histoire,
et on le sait bien, hein, c'est quelque chose de constant dans les arts martiaux, sachant que dans beaucoup d'arts martiaux, et on peut reprendre les arts martiaux japonais, où pour nous occidentaux c'est encore plus dur de trouver, parce que c'est écrit en japonais, et en plus il y a toute une culture du secret, on sait qu'il peut y avoir plein d'infos qui ont disparu, et ou de toute façon, quand on dira attends, ça s'est pas passé, il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu par exemple tel tournoi, telle année, à tel endroit, il n'y a rien, aucun article, aucun retour, nulle part, dans aucune fédération qui a pu exister, etc. Les gens vont dire oui, mais si, parce que je connais quelqu'un qui. La force qu'il y a eu avec les Brésiliens, c'est que les journaux étaient amateurs de tout ce cheminement martial, et il y avait des articles dans les journaux, quotidiennement ou mensuellement, sur les différentes activités qu'il y avait, sachant que ce qui s'est beaucoup développé, c'est les cirques et les foires. Et ça, dans l'histoire des arts martiaux, européens, anglo-saxons, américains, je parle du continent américain, on va la voir très très souvent. Cette notion des foires est une des spécificités qu'on a en Europe. Et que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, bien sûr, que ce soit, on peut retrouver les Britanniques qui sont allés en Espagne, qui sont allés sur plein de choses, les catch wrestlers britanniques, mais aussi au Brésil, s'est développé énormément de combats dans les cirques et dans les foires. Et aux États-Unis, idem. Ce qui fait que, et ça c'est toujours le côté un petit peu complexe quand on étudie le catch wrestling de façon générale, c'est que le lien entre le submission wrestling, si on a envie d'être plus ouvert, donc cette lutte à soumission, et le pro wrestling qui va être WWE, AEW, tout ce qui est le catch pour nous français, va souvent faire qu'on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et à partir de quand ça s'est passé. Et dans le catch wrestling, tout comme dans la lutte livre, Tatou, à un moment donné, a fait des combats qui étaient truqués, qui étaient des combats de pro wrestling, alors qu'il avait combattu en réalité dans des combats de catch wrestling, de lutte livre, mais qui n'étaient pas ce qu'on connaît aujourd'hui, et dans des Vale Tudo, où tout n'était pas valé. Parce que ça, c'est aussi important à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vendues sur des Vale Tudo des années 20, 30, 40, qui n'étaient pas du Vale Tudo, qui étaient des affrontements entre styles dans des règles qui étaient décidées en commun entre le Jujutsuka et le lutteur romain, gréco-romain. Il y avait un mix. Il y avait des choses qu'on avait le droit de faire, pas d'autres. Pareil, quand il y avait des luttes entre Jiu-Jitsu et Capoeira ne pouvait pas faire telle et telle chose. Puis, et ça, ce qu'on a énormément vu dans les Gracie Jiu-Jitsu Challenge, on avait vu, vous devez venir en kimono. Souvenez-vous au Pride, cette lutte qu'il y avait eu avec la négociation de mettre ou pas le kimono pour combattre Yoshida, par exemple. Toutes ces règles, et en fait, cette notion-là, ça a été une culture de réflexion des règles qu'on va imposer pour faire gagner notre style. Que ce soit Jiu-Jitsu, que ce soit lutte gréco-romaine, que ce soit capoeira, que ce soit luta livre sportiva, que ce soit boxe, parce que la boxe est intervenue à un petit moment au Brésil. Le premier combat gagné par Helio, c'était face à un boxeur d'anglaise qui n'avait pas un gros niveau, mais il fallait quand même y aller, et les règles étaient bâtardes sur plein de choses. Donc, il y a plein d'éléments à capter pour se dire, tiens, ce qui a émergé à un moment donné, qui a donné lieu à l'UFC, est né d'un ensemble d'histoires et de façons de percevoir qui étaient spécifiques à une époque, mais qui, au bout du compte, nous, avec notre toute petite perception de ce qu'est, à un moment donné, l'histoire, par exemple, de l'UFC, on va se dire, c'est super, ça a été organisé de telle façon, c'était le vrai Vale Tudo, il n'y avait pas de règles, etc. Mais on le sait maintenant bien, Rorion savait que c'était le moyen, la plateforme pour mettre en avant le Gracie Jiu-Jitsu, le Jiu-Jitsu de façon générale. Mais cette façon de penser, cette façon de faire, a été développée par Carlos, l'oncle,
pendant des années et des années, vendant même l'histoire, et ça on reviendra dessus, que le Gracie Jiu-Jitsu, Carlos et ses frères ont été élèves de Maeda pendant 3 ans, ce qui n'est absolument pas vrai. Ça a été un professeur brésilien qui lui a été diplômé par Maeda qui leur a enseigné le Jiu-Jitsu. Ils ont fait certainement des rencontres, mais rien, absolument rien, ne prouve qu'ils ont été élèves de Maeda. Et toute cette mystique-là de dire, en gros, on est descendants directs de Maeda, tout ce qu'il peut y avoir, on sait que Drysdale, Robert Drysdale, vous pourrez trouver, il a 2 bouquins excellents, a tenté de débunker. Bon, le premier, il était, comme il disait, il était tellement dedans à vouloir mettre en avant le Jiu-Jitsu qu'il manquait d'objectivité. Mais dans son second ouvrage, où il tente d'être plus objectif et il met plus en avant d'ailleurs que Helio Carlson Gracie, on voit qu'il tente de dire ok, il y a eu beaucoup d'escroqueries, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de choses qu'on a tous admis, mais c'est la même chose qu'en Karate Kyokushinkai, ou c'est la même chose que dans tous les styles qu'on a. Quand on parle d'Aikido avec Uchiba Sensei, quand on parle de Shotokan avec Funakoshi, etc. Avec n'importe qui, on trouvera de toute façon des histoires qui vont emmener à croire. Et pour nous, c'est toujours agréable de se dire ah ben on voit ça, puis on a l'impression de connaître. Et là encore, moi dans ce que je lis depuis quelques temps, j'ai qu'une toute petite version tant que je rencontre pas les gens, tant que je peux pas aller plus en profondeur avec les personnes, sauf que beaucoup sont déjà mortes. Donc, l'idée va être de vous parler de catch wrestling anglais, donc la forme de Wigan, de voir aussi le catch wrestling américain, mais qui a été automatiquement pas mal intégré par les Britanniques, mais après il y a eu vraiment la version et la manière de voir transformée par les Américains. Et ça, on a de la chance parce qu'aux US, on a Eric Paulson, CSW, qui a été, je crois, entre autres, élève de Billy Robinson, qui était un grand du catch wrestling, et qui, en plus, a été élève de Pat Sayama, mais c'était qui c'était, je vous le retrouverai le nom, d'un lutteur de Shuto japonais qui est resté à la Danin Santo Academy pendant un paquet de temps et qui a formé au Shuto, donc Shoot Wrestling, qui était donc créé par Sayama, qui était lui-même élève de Carl Koch, qui était un élève de Wigan britannique et donc de Bill Riley, dont on parlera pas mal. Du coup, toutes ces notions-là vont nous ramener au fur et à mesure à mieux comprendre comment cette forme qui est aujourd'hui très désuète, qui est vraiment encore plus petite que la luta. La luta livrée, elle s'est vachement dissipée, elle s'est presque fait oublier. Beaucoup de lutadors vont plutôt mettre en avant le fait qu'ils font du BJJ Nogi pour valoriser leurs compétences. Et parce que, d'un point de vue marketing, n'oubliez pas, qu'on le veuille ou non, les arts martiaux, c'est pas juste l'honneur, la gloire et la beauté, c'est l'argent, le business, le fait de pouvoir survivre avec ta passion, avec ce que tu aimes, avec l'art que tu revendiques. Et le problème, c'est qu'à un moment, si ça te fait plus gagner d'argent, tu fais autre chose. On a la chance d'avoir en France des personnes qui représentent la luta. Il y a Flavio, qui l'a amené, Flavio Santiago, Peroba son surnom. Et on a Nico, qui est certainement le français et peut-être l'européen, parce qu'on parle beaucoup de Didan souvent, mais l'européen, puis certainement dans le monde, celui qui s'est le plus bougé les fesses pour mettre en avant la luta livrée, pour tenter de la structurer, pour valoriser cette discipline, qui est clairement, tout comme le catch wrestling, en train d'être oubliée, d'être mise de côté. Et ça fait partie aussi des traditions de combat, d'avoir des émergences, un vécu, puis une disparition. Vous pouvez, si vous êtes passionné par les styles japonais, il y a plein de styles d'école d'escrime qui ont disparu à l'ère Meiji. Ouverture à la nouvelle ère, c'était fini. Donc ça fait partie du cycle. Le chausson et la savate originelle a disparu, c'est devenu de la boxe française. On va dire boxe française savate, mais les origines même de nos disciplines de combat,
elles ont été modifiées. Il y a plus de lutte parisienne inclus dans la BF, etc., ou très peu. Donc, tout ça, ça fait partie du cycle. Je trouve que ça reste intéressant pour nous, grappleurs, de comprendre comment ça s'est passé et comment on en est arrivé à ce qu'on voit aujourd'hui. Quelles sont les origines, donc techniquement, mais aussi au niveau de la mentalité, au niveau de l'état d'esprit. On a parfois beaucoup l'état d'esprit nippon qui revient, notamment avec le Jiji, parce que initialement c'est du jutsu, donc il y a des racines japonaises, mais au niveau de tout ce qui est luta livre, où parfois on fait encore un salut en se penchant, moi le premier dans mon académie, la réalité c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas forcément ce salut-là, vu que ça vient du catch wrestling, où une poignée de main ou juste un salut, ça suffisait, quoi. Donc il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte, et techniquement c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que on dit un lutador va être quelqu'un qui va surtout travailler en guillotte, donc front headlock pour ceux qui préfèrent ce mot-là, ou en clé de jambe, clé de pied. C'est logique par rapport à la culture même de la forme de lutte qui a été faite, qui était le strict opposé de ce que proposait le Gracie Jiu-Jitsu, parce que il y avait d'autres formes de Jiu-Jitsu au Brésil, même si les Gracie veulent absolument virer ça de l'histoire. Et du coup, il y avait d'autres manières d'aborder le combat, toujours avec des clés de jambes notamment. On reviendra dessus. Donc, en souhaitant que ça puisse vous intéresser, je vous donnerai des références si vous avez envie de lire et de voir sur quel journaux, quel élément, ou en tout cas où j'ai trouvé les infos. Je tenterai aussi, et ça va être un peu mon jeu cette année, de me former un peu plus en catch wrestling par différents moyens, et comme ça, d'aller chercher aussi, alors ça je sais pas comment je vais faire, à trouver ce qui était le plus proche de... Alors moi, ma génération est issue de celle de Flavio, comme Nico, on est de la même génération. Voir ce que Bruno Silla, donc le professeur de Flavio, comment il faisait. Sauf que Flavio était un gabarit assez léger, donc il a dû adapter les choses qui, en catch wrestling, c'est souvent assez rugueux. À voir. Et puis, bien sûr, si on peut retrouver des formes à la forme de tatou, ça pourrait être marrant de voir les différences qu'il y a. Il doit y avoir des ouvrages, et où on va voir la différence avec le catch wrestling US et le catch wrestling britannique, et on va certainement se rendre compte que c'est pas très différent. Pareil, dès que je vais vous montrer des éléments avec le shuto, vous allez vous dire oui, ça on a déjà vu quelque part. Ce qui est amusant, c'est de voir que, hormis la luta aujourd'hui et la tentative de faire revivre un peu le catch wrestling, le shuto au Japon est devenu une forme de MMA, plus que du shoot wrestling, depuis que Sayama, lui, est parti carrément dans un délire mystique. Donc du coup, on se retrouve dans des disciplines, le catch wrestling qui est en train un peu de mourir, et la compréhension de notre luta livre peut être aujourd'hui hyper absorbée par une histoire grappling générale, et ou Gracie Jiu-Jitsu, qui dans les faits n'est pas si réel que ça. Il y avait vraiment un état d'esprit, un fonctionnement qui était spécifique à la luta livre sportiva. En souhaitant que ça vous plaise, et je vous dis à très vite. Ciao!